Alors, cher monsieur Olivier Delamarche, tout d'abord merci de la part de l'équipe de l'urpile.com d'avoir accepté cet entretien en compagnie de Kaloulou. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous présente très brièvement. Vous êtes gestionnaire de fortune pour la société Platinum Gestion et vous êtes principalement connu grâce ou à cause de vos chroniques hebdomadaires du mardi matin à 11h40 sur la chaîne télé et internet BFM Business. J'aimerais commencer par cette première question, une question toute personnelle. Comment vivez-vous personnellement le stress au quotidien alors que la bourse part de plus en plus en vrille? Pourriez-vous nous donner une description de votre quotidien actuel? Je le vis très bien. C'est l'avantage d'avoir prévu que ça baisserait, c'est que quand ça baisse, vous le vivez très bien. Voilà. Ceux qui sont stressés aujourd'hui, c'est ceux qui ont vendu du rêve en début d'année, qui nous annonçaient des CAC à 4005 et à 5000. Eux, je pense qu'ils doivent stresser. Moi, ça va très bien. Voilà. Ok, c'est parfait. C'est mon cas aussi. Alors, seconde question, lors de vos prestations sur BFM Business, vous semblez assez systématiquement en porte-à-faux par rapport aux autres intervenants, tout en gardant votre calme, autant que faire se peut, face à des propos ou des questions souvent déconcertantes de candeur, pour ne pas dire autre chose. Lors de vos chroniques, vous avancez systématiquement des faits et des chiffres indéniables que nombre d'acteurs du marché feignent apparemment de ne pas prendre réellement en compte. Comment faites-vous pour rester calme et garder une telle assurance? Écoutez, je ne sais pas si je reste calme en toutes circonstances, mais autant que faire se peut. Je crois qu'il y a une grosse différence, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ne font pas de macroéconomie en fait, et donc ils n'ont pas de scénario. Quand vous n'avez pas de scénario, vous réagissez plus ou moins à des chiffres. Mais vous ne les mettez pas vous ne prenez pas de recul et vous ne les mettez pas en contradiction et vous n'essayez pas de voir ce qu'il y a derrière ces chiffres. Et donc vous réagissez souvent bêtement parce que vous n'avez pas creusé la chose et donc vous partez sur des illusions. Et donc vous avez tout un nombre d'analystes, toutes soi-disant analystes, de stratégistes, d'économistes, toutes soi-disant économistes, qui vous débitent des fadaises. Vous savez que pourquoi on a inventé les économistes, c'est pour que les météorologues se sentent moins seuls. Et donc voilà, c'est des gens qui font partie d'un système qui n'ont pas envie de scier la branche sur laquelle ils sont assis, ce qui paraît plutôt normal, et donc qui ont l'impression de faire de la macroéconomie, mais qui ne font que des analyses a posteriori de ce qui s'est passé, et qui n'ont pas envie de casser leur modèle. Donc même s'ils sont conscients qui racontent des bêtises, ils vont continuer à les raconter parce que c'est ça qui les fait vivre. Tout à fait. Durant ces dernières années, peut-on dire que la bourse a été le reflet de l'économie réelle? Non, bien sûr que non. En plus avec de moins en moins d'anticipation. Donc autant je pense qu'avant on arrivait à anticiper quand même pas mal de choses, parce qu'on était dans des cycles classiques, que la bourse, comme l'économie, est cyclique, et on n'avait pas tellement de... Enfin, ou en tout cas, on avait moins ce système de bulles qui est de plus en plus rapide, et jusqu'en 2000, on avait un cycle qui était assez bien dessiné, assez bien formaté, on va dire, qui était en partie déclenché par les banques centrales, d'ailleurs, qui contrôlaient assez bien la chose. Et là, depuis 2000, on est arrivé dans un système où on crée de la monnaie, il y a de la surliquidité qui amène des bulles et qui font que le cycle est décalé, cassé, enfin qu'on n'arrive plus. Je pense que le marché, si vous voulez, normalement, devrait être un endroit où on donne un prix aux choses, et un prix relativement juste, si vous voulez, avec
des phases de décote, des phases de surcote, mais à un prix relativement juste. Or, il se trouve que quand vous introduisez un biais, comme la monétisation et la surproduction de monnaie, quand vous introduisez ce biais, vous faussez la capacité du marché à donner un vrai prix. Et à partir de ce moment-là, vous créez une bulle, en fait. Et quand vous créez une bulle, le principe de la bulle, c'est que ça masque beaucoup de choses, ça masque le cycle, et il y a un truc dont on est sûr, c'est que les bulles finissent par exploser. Et donc là, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui a été un refus de la part notamment des Américains, un refus d'aller en récession. C'est-à-dire que on aurait dû laisser les choses se faire, on aurait dû arriver à la récession, parce que la récession, je dirais, c'est sain. C'est-à-dire que dans un cycle, vous avez un cycle de croissance qui se fait, qui entraîne des tensions, forcément, à un moment ou à un autre, tensions sur le marché de l'emploi, tensions sur les prix, tensions sur un certain nombre de paramètres, et que à ce moment-là, normalement, c'est la Banque centrale qui, si elle fait son boulot, monte les taux, restreint le crédit, voilà. Et vous avez le cycle qui se forme, on redescend, ça calme les tensions, ça calme les tensions sur le marché du travail, ça calme les tensions sur les prix, et à ce moment-là, pendant la descente, la Banque centrale desserre les taux qu'elle a mis sur l'économie, redonne du crédit, rebaisse les taux, et là, vous avez quelque chose qui repart après avoir fait une récession. Là, on a fait exactement le contraire. C'est-à-dire que quand on est arrivé en haut du cycle, au lieu de fermer le robinet, en quelque sorte, on l'a ouvert en grand. Et donc, si on l'ouvre en grand, on peut être sûr qu'à un moment ou à un autre, ça va vous éclater dans la figure. Voilà. Vous avez quelque chose ? Alors, globalement, je dirais que vous êtes sur la même ligne que leurpile.com. Autrement dit, vous démontrez lucidement et objectivement la réalité. Confirmez-vous donc, par conséquent, le marasme économique présent et surtout à venir? Si oui, comment et à quelle échelle ou fourchette de temps voyez-vous ces événements se dérouler? Écoutez, moi je vois ces événements, alors j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas quand ça va se faire. Non. La seule chose que je sais, c'est que d'abord on est déjà dedans, dans le marasme, et que aujourd'hui on est sous perfusion en fait. C'est-à-dire que tant que nos aimables banquiers centraux continueront à imprimer de la monnaie, on aura l'impression d'une reprise, ou en tout cas d'une non-aggravation, on va dire, plutôt qu'une reprise. En revanche, il y a un moment où il va falloir malheureusement qu'on prenne les choses en main, et que là, le robinet risque de se fermer. Et si le robinet se ferme, on risque de s'apercevoir qu'en dessous, il n'y avait pas grand-chose. Donc il y avait des dégâts. Quand on parle d'un robinet qui se ferme, c'est le robinet chinois, c'est le robinet chinois, pour moi, il est déjà fermé, le robinet chinois. C'est pas tellement le robinet chinois, c'est le robinet de l'afflux de liquidités qu'on vous sert. Donc c'est le robinet de la Banque centrale, alors. Voilà, c'est le robinet de la Banque centrale. Il n'y a plus que celui-là. Des banques centrales, parce qu'il n'y a pas que... parce que les États-Unis impriment, le Japon imprime, oui. La BCE imprime. Donc les adjudications trouvent preneur uniquement à cause tout à fait. de ces liquidités. Il suffit de regarder d'ailleurs, vous regardez le bilan de la Fed, vous regardez le bilan de la BCE, vous regardez le bilan de la BOJ, et vous vous apercevrez que les seuls acheteurs, finalement, sont les banques centrales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fed est devenue le premier acheteur de treasuries et le premier détenteur de treasuries. De loin, bien au-dessus des Chinois, alors que c'était les Chinois avant et les Japonais qui détenaient la dette américaine. Aujourd'hui, c'est pas les Chinois et les Japonais, c'est pas non plus les pays du Golfe, c'est pas non plus l'Europe. Le principal détenteur de treasuries au monde, c'est la Fed. Donc, si vous voulez, c'est moi ce que j'ai appelé le bon taux des dettes. C'est-à-dire que
vous avez 3 gobelets, vous avez la dette qui est dans celui du milieu, et puis on vous fait un tour de passe-passe et il se retrouve à droite ou à gauche. Mais je veux dire, elle est toujours là, la dette. On s'amuse à la changer de place, on la transfère de poche, elle sort de l'État américain par le biais des trésoreries et elle va dans la Fed. Mais la Fed, c'est quoi? C'est aussi l'État américain. Donc, finalement, ça ne change rien. C'est pas parce que, je l'ai dit plusieurs fois, mais je donne l'exemple de ma fille qui a 12 ans, mais je lui dis, si tu prends un billet de 20 € qui est de ta poche gauche et que tu le mets dans ta poche droite, est-ce que tu as 20 € de plus? Non, me répond-elle. Papa, t'es complètement idiot. Je lui dis oui, mais Monsieur Bernanke le croit. Lui. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, c'est pas parce que vous déplacez une dette d'un endroit à un autre, du privé au public, ou du public au public, que vous cessez d'avoir une dette. La dette, elle reste toujours la même. Donc, ça ne change strictement rien à la chose. Ça vous permet de gagner du temps, mais ça ne vous permet pas de régler le problème. Donc vous gagnez du temps, alors on a gagné comme ça 1 an, 2 ans, mais peu importe. Et en plus le temps on le paye, et en ce moment on le paye très cher. On paye très cher. Sébastien, vois-tu encore d'autres questions importantes qu'on peut poser à M. Delamarche? Oui. Mais en étant assez court pour que je puisse poser quelques questions et qu'on abrège la conversation. Vous parlez souvent de crise, de récession mondiale, voire de guerre. Quelle est votre vision de l'après-crise? Y aurait-il des foyers potentiels de reprise économique, notamment en Europe? Je pense que, j'espère qu'on n'est pas, j'espère qu'on n'est pas rentré dans une situation à la japonaise où on en a pris pour 25 ans. De récession. Avec une espèce de longue dépression, etc. Maintenant, je pense que moi, ça se finira probablement assez violemment, parce que je pense que les choses se feront par un abandon de créances, c'est-à-dire un défaut global sur la dette. Parce que, oui, peut-être que j'ai une deuxième question. La question suivante peut être... Comme le système de la Grèce. Parce qu'il y a un moment où, de toute façon, le problème... Ils ne pourront pas... voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toute une partie des économistes qui font du wishful thinking et qui disent « Ah, mais de toute façon, c'est pas grave, l'inflation va nous régler tout ça. » Bon. Les Japonais, ça fait longtemps qu'ils cherchent le bouton inflation, ils ne l'ont pas trouvé. Donc l'inflation, ça ne se crée pas comme ça, et ça ne risque pas d'arriver comme ça, pour la bonne et simple raison que l'inflation, je vous rappelle que c'est une fonction et de la masse monétaire. Donc là, aujourd'hui, la masse monétaire, elle ne fait qu'enfler, puisqu'on crée des billets tous les jours, mais c'est aussi fonction de la vitesse de circulation de la monnaie. Or, malheureusement, la vitesse, elle est de 0. Donc, vous pouvez toujours courir pour avoir de l'inflation. Aujourd'hui, tout l'argent, quand il va passer de la poche du gouvernement américain à la poche de la Fed, ça ne le fait pas circuler. D'accord? Et donc, tant qu'il ne circulera pas, vous n'aurez pas d'inflation. Vous aurez 0 inflation. Alors, vous aurez un petit peu d'inflation sur certains actifs comme les matières premières, etc., parce qu'on donne de l'argent à quasiment 0% aux banques, et elles le placent où? Sur des matières premières, par exemple. Voilà. Et donc là, vous avez une inflation des matières premières, mais inflation des matières premières, c'est pas de l'inflation. C'est-à-dire que c'est pas de l'inflation des salaires, c'est pas de l'inflation des produits finis, etc. C'est de l'inflation simplement sur les matières premières. Et donc ça règle pas votre problème de dette. Et donc, moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aura un défaut de paiement. J'ai dit à un moment qu'il y aurait un défaut de paiement au Japon. Tout le monde m'a regardé de travers en se disant « il est malade ». Mais le Japon, aujourd'hui, est quasiment à 250% de dette par rapport au PIB. La population vieillit. Aujourd'hui, on va émettre cette année, en 2012, les Japonais vont émettre plus que le revenu national brut. Oui.
Donc c'est pas une histoire d'épargne, c'est une histoire... Donc si vous me parlez de la question, je veux dire, actuelle, à court moyen terme, mais dans ma question, il y avait aussi la perspective d'avenir. Donc est-ce qu'il y aurait des foyers potentiels de reprise économique? Si vous permettez, je vais vous poser une autre question, peut-être pour un peu plus aiguiller ce que moi j'ai derrière la tête en voulant poser de telles questions. Vous avez de nombreuses fois évoqué la sortie de la Grèce de la zone euro. Cette sortie par le bas peut entraîner avec elle le Portugal, l'Espagne, voire l'Italie et peut-être même la France. Mais est-ce que ça ne va pas, dans un autre sens, déclencher un autre mécanisme, à savoir une sortie par le haut des pays du Nord et de l'Est, parce que les pays de l'Est de l'Europe ont beaucoup de potentiel, à la tête desquels se trouverait l'Allemagne, et qu'on aurait une nouvelle zone commerciale. Mais attention, parce que l'Allemagne est pas en si bon état qu'on pense. Hein. C'est-à-dire que l'Allemagne, aujourd'hui, exporte 70% en Europe. Donc il faut quand même bien penser que si nous, on se casse la figure, l'Allemagne ne va pas être bien. Que les banques allemandes ne sont pas dans une forme olympique. Et que donc les soi-disant 6% de chômage allemand, c'est une vaste plaisanterie, parce que vous avez toute une partie de la population qui vit avec 100 € par mois, et entre le chômage et ça, je ne vois pas bien la différence, mais ça ne fait pas des consommateurs potentiels énormes, hein, je ne crois pas. Donc je pense que en fait, le chômage allemand est quasi équivalent au chômage français, si on prend les vrais chiffres. Donc il ne faut pas croire que l'Allemagne va s'en tirer toute seule et survivre et avoir de la croissance comme ça. Donc, je crois pas. Alors évidemment, ils sont pas dans la même situation que l'Espagne ou que la Grèce, on est d'accord. Mais ceci dit, il faut se méfier quand on se dit que tout va bien en Allemagne et que donc je ne suis pas certain que les choses se passent aussi bien que ça. Maintenant, quelle peut être la sortie de crise et comment on peut imaginer la chose? Je pense qu'il va y avoir un déplacement, c'est-à-dire qu'on est des vieux pays. Mais on voit clairement, par exemple, que l'Allemagne commence à jouer un nouveau jeu. Ils ne sont plus tant les défenseurs de la zone euro. Et donc, tout doucement se dessine l'idée non seulement d'expulser la Grèce, mais d'expulser les pays du PIGS. Donc, et peut-être peut-être que les Allemands pensent peut-être revenir même au Deutschmark. Deutschmark. Vous pouvez être généreux quand vous êtes riche. D'accord? Quand déjà ça va pas bien chez vous, allez expliquer aux Allemands aujourd'hui qu'il faut aller sauver les Grecs, mais quand eux ont besoin d'argent, personne n'est là pour leur en donner. Au bout d'un moment, les Allemands vont pas être la caisse de toute l'Europe. Hein. Parce que quand je pense donc il y a un moment où par le haut, je pense en effet avoir alors soit une sortie par le bas, Grèce, etc., soit tout d'un coup l'Allemagne qui dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais enfin bon. Moi j'imagine l'Allemagne revenir au Deutschmark indexé à l'or, par exemple. Vous pouvez, oui, très bien. Très bien. Si, ça, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent ça ne peut pas arriver parce que justement ils exportent 70% en Europe. Si jamais le Deutschmark s'envolait, hein, ce qui se passerait, si jamais le Deutschmark s'envolait, ils pourraient pas exporter, etc. Il faut quand même se souvenir qu'ils ont exporté pendant des années avec un Deutschmark qui était la monnaie la plus forte du monde. Bon, donc ça ne les changerait pas beaucoup. Et ils ont bien réussi à le faire, donc je ne vois pas pourquoi ils ne recommenceraient pas. Et donc c'est une possibilité. Donc c'est tout à leur intérêt de sortir de la zone euro. Ben, moi, je suis persuadé que de toute façon, c'est pas leur intérêt de continuer à payer pour tout le monde. Voilà. C'est toute une manière de le dire, mais voilà. Olivier, moi en tout cas, je suis satisfait franchement de cette conversation. Je vous remercie infiniment de nous avoir octroyé un petit peu de temps dans votre programme chargé. Hein, je pense qu'on va s'arrêter là, Sébastien. Oui, j'avais encore plein de questions, mais... oui, mais enfin bon, allez, deux, trois questions. Allez, 2-3, allez, bon, voilà. Olivier, d'accord. Je vais aller faire vite. Mais attends, il est midi, et tu sais, c'était moi. Qui famine.
Notamment, vous avez souvent parlé des faillites bancaires. Vous avez dit à plusieurs reprises que la conséquence de ces faillites serait la nationalisation des banques. Oui. Alors, moi qui suis plutôt de fibre libérale, moi aussi. Bon, pensez-vous, donc on va bien s'entendre, je crois, sur la nature de la question. Pensez-vous que les nations, autrement dit les États, soient forcément plus vertueuses et responsables que des banques privées? Le renflouement des banques en faillite par les États n'a-t-il pas été précisément un incitant pour les banques à l'irresponsabilité? Et je pense par excellence à l'affaire Freddie Mac et Fannie Mae aux États-Unis, qui est un désastre complet. Avec vous. Quand je dis ça, c'est simplement, quand je parle de nationalisation, c'est simplement refaire un Glass-Steagall Act, et un vrai Glass-Steagall Act. C'est-à-dire qu'on doit séparer les activités de marché des activités bancaires. Les activités bancaires, c'est une chose, c'est la banque de dépôt qui prête à l'économie, etc. La banque de marché, c'est une banque de marché. On doit la laisser crever si elle fait des bêtises. Or, ce qui est amusant aujourd'hui, c'est qu'on prend prétexte de cette crise en disant c'est la crise du capitalisme. Mais dans le capitalisme, quand vous faites une connerie, vous mourrez. Et on n'est pas sauvé. Et là, c'est justement l'antithèse du capitalisme qu'on a eu depuis des années, parce qu'à chaque fois que quelqu'un trébuche, surtout quand c'est une banque, on vient la sauver. Et c'est pas le système capitaliste, ça. Le système libéral, c'est t'as fait une bêtise, tu crèves. Voilà. Et là, aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. Donc, moi, ce que je veux, c'est que on arrive enfin à quelque chose qui soit séparé. Si jamais une banque de marché se casse la figure parce qu'elle a fait des mauvais placements, eh ben elle se casse la figure, et point. Et personne ne vient l'aider, et elle se fera bouffer par une autre plus puissante, peut-être, mais elle n'aura aucun lien avec son activité de banque. Et l'activité d'une banque, c'est pas de faire mémuse sur les marchés. Voilà. J'ai encore deux questions, et puis on pourra conclure. Donc justement, le Glass-Steagall Act, j'avais justement une question là-dessus. Alors, je me demandais, est-ce que c'est véritablement la meilleure solution? Est-ce que une meilleure solution ne serait pas le retour justement à l'étalon or, abandonné depuis 1971 par Nixon, ou la disparition des banques centrales carrément? Donc, une concurrence libre des différentes monnaies. Donc, est-ce que ces deux solutions ne seraient pas des véritables changements cruciaux qui obligeraient les banques à une véritable discipline et une autodiscipline? C'est très différent du Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act, c'est quelque chose qui va empêcher cette interaction entre les banques de marché et la partie dépôt et bancaire. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça ne vient pas du tout concurrencer l'autre idée qui est de revenir à un étalon or ou autre, ou en tout cas à un changement de système monétaire. Et je pense qu'en effet, il y a un moment ou un autre, avec les banques centrales qui sont en train de nous imprimer des billets à tour de bras, il y a un moment ou un autre où il va falloir réfléchir à la question de changer de système monétaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi, on imprime des billets qui ne valent plus rien, on a une suprématie du dollar qui n'a aucun sens, et donc je pense qu'il y a un moment ou un autre où il va falloir en effet mettre ça sur la table et essayer de refaire des choses un petit peu plus intelligentes que ça ne l'est aujourd'hui. Alors, est-ce que ça sera l'étalon or? Est-ce que ça sera un panier avec de l'or et puis autre chose? J'en sais rien. Parce qu'ils ont eu le projet de créer une monnaie universelle là, qui a même été présentée par Medvedev. C'était le Bancor, non? Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais la monnaie universelle existe depuis des milliers d'années, c'est l'or. Donc pourquoi tergiverser? On a peur de cette régulation, en fait. Parce que ça pose des problèmes aussi, c'est-à-dire que quand vous avez une monnaie qui est entièrement basée sur quelque chose de physique comme l'or, finalement, les gens pensent que je pense que la plupart des économistes pensent que ça va brider la croissance. Là,
La croissance, finalement, ils pensent que c'est infini, puisqu'il suffit d'imprimer des billets. Voilà. Voilà, donc quand vous n'avez pas suffisamment de croissance, vous descendez à la cave, vous imprimez. Et justement, ça vous en parlez beaucoup, le mot croissance, ça a l'air d'être effectivement invoqué comme si on tournait autour d'une table d'un tipi. Oui, tout à fait. Mais la croissance, c'est quelque chose, c'est un terme qui recouvre finalement des activités complexes. Pour avoir de la croissance, on ne claque pas des doigts, il n'y a pas un coup de baguette magique, quoi. La croissance, c'est laisser les gens inventer, développer leurs idées. Non, ce qui s'est passé, c'est que moi je pense que l'origine de cette crise, c'est de se dire qu'il y a un moment, enfin une croissance, si on peut appeler ça normative, c'est quoi? C'est 3%, c'est 2,5-3%. Pourquoi? Parce que la croissance, en effet, c'est les nouvelles inventions, c'est le progrès technique, c'est la consommation, mais pas la surconsommation. Il y a un ensemble de choses qui fait que, et l'émergence de nouveaux pays, donc l'émergence de nouveaux besoins, etc. Donc ça vous fait à peu près 3% de croissance. Ça vous en fait pas 5%. Or, le problème, c'est qu'il y a un moment où, surtout les politiques, se sont dit c'est quand même beaucoup plus facile de se faire réélire avec 5% de croissance qu'avec 3%. Pourquoi? Parce que 5, ça vous donne le plein emploi, ça vous donne, les gens sont contents, ils font du fric, et donc tout va bien. Et donc, il y a quand même un intérêt politiquement d'avoir 5% de croissance plutôt que 3%. Bon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense que les politiques donnent en quelque sorte le feu vert aux banquiers en leur disant, ben voilà, il nous faut 5% de croissance. Qu'est-ce qu'il fait le banquier? Pour donner du fuel, pour faire ces 5% de croissance, il utilise des effets de levier, il utilise la titrisation, il utilise un certain nombre de choses qui font que, en effet, vous avez entre guillemets, une surcroissance. C'est 2 points de surcroissance que vous avez parce que vous avez donné la main au banquier pour qu'il vous fasse de la croissance. Et quand vous donnez carte blanche à des gens qui sont déjà pas très malins, ça arrive à une catastrophe assez rapidement. Voilà. Pourquoi? Alors, ils font surtout de la croissance bancaire. Un levier monstrueux en se disant on va faire de la croissance, on va faire du fric. C'est de la croissance bancaire. Voilà. Oui, mais tout à fait. Mais sauf que le problème, c'est que ça se finit mal. Ça finit mal. Moi, je pense une dernière petite question, toute dernière. Allez. Toute dernière. Mais ça me semble important. Parce qu'on nous parle régulièrement, notamment concernant la Grèce, et le candidat François Hollande en a fait un cheval de bataille lors de sa campagne. On nous parle de méchante cure radicale d'austérité. Or, les chiffres d'Eurostat, donc les chiffres donnés par la Commission européenne elle-même, nous montrent que de 2002 à 2011, les dépenses publiques de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie et évidemment en tête de peloton la France, eh bien ces dépenses publiques n'ont cessé de croître imperturbablement, voire exponentiellement. Donc il n'y a eu aucune cure d'austérité. Même en Grèce, ça diminue, on voit que ça se stagne, mais ça continue quand même à monter. Donc je précise que ces données prennent en compte, bien évidemment, l'inflation. Donc où se trouve donc l'austérité et la rigueur budgétaire dans tout ça? L'austérité, c'est pour le peuple grec. Hein. Lui, il en prend la figure. C'est pas pour l'État. Aujourd'hui, s'il y a des manifs, s'il y a des émeutes en Grèce, c'est que les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que, en gros, à force de tergiversation depuis 3 ans maintenant, tous ceux qui pouvaient partir sont partis. Tous ceux qui pouvaient retirer leur argent ont retiré leur argent. Donc il ne reste plus que qui? Rien. Il reste quelques fonctionnaires et qui en prennent plein la figure pour les autres. Voilà. Donc, vous pouvez pas. Il y a un truc, moi, qui m'a toujours étonné. L'État ne produit pas de richesse, donc... Non, non. Et donc, vous avez à un moment... il faut savoir juste faire une addition et une soustraction. Vous avez la Grèce qui est endettée à 150%. D'accord ? Même quand elle avait des taux d'intérêt à 6, ce qui était il y a assez longtemps. Hein. Quand elle avait des taux d'intérêt à 6, 150%, ça fait 9% de coût de la dette par an. D'accord ? 9%, ça veut dire que si votre PIB
ne croît pas de 9%, vous ne pouvez pas payer les intérêts. Donc vous allez continuer à augmenter votre dette. Comment vous pouvez imaginer une demi-seconde que la Grèce fasse 9% de croissance du PIB? C'est juste un gag. Tout à fait. Bon, donc à partir de ce moment-là, c'était complètement plié dès le départ, cette histoire. Et on a été là, on leur a sorti des plans, on leur a remis de la dette, etc. sur de la dette. C'est pas en mettant de la dette à quelqu'un qui est déjà surendetté que vous allez pouvoir régler le problème. Donc les Grecs, ils sont cuits. Ils sont cuits pour les 15 ou 20 prochaines années. Le seul moyen pour moi de se sortir de cette histoire, c'est qu'ils récupèrent leur monnaie nationale, qu'ils la dévaluent. Voilà. Alors tout le monde dit, ben oui, mais ils sont endettés en euros, donc ils vont pas... Mais de toute façon, ils ne remboursent pas. Voilà. Donc vous faites une croix sur 100% de la dette, Voilà. vous avez déjà fait une croix sur 75%, sauf la BCE, hein, je vous rappelle. C'est parce qu'elle en a jusque-là, hein, de la dette grecque, mais les autres ont fait une croix sur 75% de la dette. Il faut faire une croix sur 100% de la dette grecque, d'accord ? Vous les ramenez en drachmes, et à ce moment-là, ça pourra peut-être, au bout d'un moment, repartir gentiment. Mais l'Argentine, c'est ce qu'ils ont fait, ça n'empêche qu'ils s'en sont tirés depuis, hein, ils ont aujourd'hui de la croissance. L'Islande, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, allez vous faire voir, on ne vous rembourse pas, mais pour l'instant, ça ne se passe pas si mal que ça. Et en Grèce, le jour où on aura compris ça, vous aurez, aujourd'hui, vous avez quoi comme intérêt à aller en Grèce passer vos vacances? D'accord? Vous payez le même prix qu'en France, si c'est pas plus cher. Vous n'avez rien qui a baissé en prix. Au contraire, les prix ont plutôt tendance à monter. Vous tapez des émeutes et des grèves. Voilà. Passionnant comme truc. Oui. Vous allez en Turquie en face, d'accord? Qui a à peu près la même économie, hein, les Turcs et les... Bon. Sauf qu'ils ont leur monnaie. Voilà. Alors, en plus, ils veulent rentrer dans l'euro. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, quel était l'intérêt de la chose, mais enfin bon, ils ont leur monnaie, mais ils s'en tirent bien mieux. Et ils s'en tirent Ils ont bien de la mieux. croissance, eux. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez intérêt à aller passer vos vacances en Turquie. Vous allez payer le café 4 fois moins cher ou 5 fois moins cher qu'en Grèce. Vous allez vous payer un voyage 5 fois moins cher qu'en Grèce. Les Grecs ne payent-ils pas aussi le plaisir qu'ils ont pu s'offrir de la retraite à 50 ans, par exemple? Quand ils sont rentrés dans la zone euro, on essaie de découvrir des perles, des milliers de personnes qui se font passer pour aveugles, en fait, qui ne le sont pas vraiment, qui touchent des pensions d'handicapés. Il y a énormément de corruption, on abuse énormément du système social grec, et maintenant on s'étonne que ça s'écroule, quoi. Mais là, apparemment, c'est absolument colossal, quoi. Mais c'est colossal, oui, mais il y a des abus partout. Retraite à 50 ans, c'est le seul pays au monde qui permet ça, j'allais dire, c'est dingue, quoi. On va bientôt basculer à 60. Hein. On en parle, ramener à 60 pour ceux qui ont commencé tôt, puis après ça sera pour ceux qui ont commencé tard. Bref. Je veux dire, il y a un moment où il faut quand même prendre en compte les réalités. On vit de plus en plus vieux, donc il n'y a aucune raison qu'on s'arrête avant ce qu'on s'arrêtait avant. Enfin, c'est ridicule. Ouais. Oui, quand on sait qu'un Allemand prend sa retraite à 67 ans, et puis qu'il entend qu'un Grec prend sa retraite à 50 ans, ça ne peut que... Ça ne peut que l'inciter à arrêter de payer. Oui. Voilà. Et on le comprend. Donc les Grecs ont exagéré aussi, ils payent un peu, ils ont un peu la monnaie de leur pièce. Voilà, quoi. Ils ont cru au Père Noël et puis maintenant... Ceci dit, qui est-ce qui leur a fait croire au Père Noël aussi? Les politiques. Oui, mais pourquoi avait-on besoin de rentrer la Grèce dans l'euro? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a rentré l'Irlande dans l'euro? C'est une bêtise. L'Irlande, c'est hallucinant qu'on puisse... L'Irlande, c'était un pays pauvre. On a créé une économie toute pièce. On a dit, les entreprises, elles vont payer 12% là où elles payent 30% ailleurs. Donc on s'est introduit un petit paradis fiscal dans l'Europe. Ce qui était c'est une aberration. Je ne sais pas quel est le crétin qui a pensé à ça à un moment, mais c'est juste aberrant. Ah oui, c'est aberrant. On a créé ça de toutes pièces. Et puis on s'étonne quand ça vous pète dans la figure. Ouais. Et puis et là, on dit à l'Irlande,
une fois qu'on les a sauvés, une fois qu'on leur a apporté les fonds, on leur dit ça serait quand même sympa que vous montiez le taux d'imposition. Et là, et on s'étonne que les Irlandais nous disent non, allez vous faire voir. Voilà. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on sauve d'abord et on demande après la permission s'ils peuvent faire un petit quelque chose. C'est comme les banques. On les a sauvés, on les a retirés de l'eau, ils étaient en train de se noyer en 2008, on les a bien séchés, on les a bien remplumés, et après on leur dit ce serait bien que vous fassiez un peu plus de contrôle, que vous prêtiez un peu plus à l'économie. Et là vous avez le banquier qui vous dit quoi? Va te faire voir, les gars. Exactement. Moi, je pense que ça peut être le mot de la fin. C'est une bonne conclusion. Je pense que c'est la bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, Tracotel, voilà, merci. Merci à tous. Voilà. Moi, je propose qu'on passe à table. Tout à fait.